Aujourd'hui, c'est vendredi et c'est la dernière audience du tribunal de l'actualité pour le compte de cette toute première semaine de l'année 2023. Semaine écourtée en raison de la date fériée du 3 janvier dernier, une date qui marque aussi ou qui commémore le soulèvement populaire de 1966, un soulèvement qui a mis fin à la première république de Haute-Volta. La symbolique de ce 3 janvier, date marquante de l'évolution socio-politique du Burkina, est au cœur des échanges de cette audience du tribunal de l'actualité avec le collège des juges au grand complet. Bonjour juge Inoussa Ouedraogo. Bonjour président, bonjour juge Vaha, juge Bougouma, bonjour, mesdames et messieurs, bonjour. Oui, bonjour juge Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour président, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougouma, bonjour juge Ouedraogo, bonjour président Tomondi, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à Seba, bonjour à Kaya, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Troy TV, accessible sur la TNT nationale et sur la chaîne 254 des bouquets Canal+. Vous suivez cette émission également en direct et en simultané sur Radio Watt FM, c'est 100.7 en modulation de fréquence, c'est la radio 100% urbaine. Et voici les avant-propos des juges pour lancer cette audience. Juge Inoussa Ouedraogo en premier pour cette séquence avant-propos. Merci président. C'est depuis le début de l'année la première fois que je viens à votre tribunal, que je suis convoqué. Donc je voudrais à mon tour souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos auditeurs, à toutes nos auditrices, à tous nos téléspectateurs et à toutes nos téléspectatrices, que ce soit une année de santé, de prospérité, et une année aussi de sécurité et de stabilité pour le Burkina, de paix également. Nous en avons tous besoin dans nos activités au quotidien et pour le pays. Et je voudrais dire que dans cette vie, on ne fait rien pour personne, on ne fait rien contre personne. Tout ce qu'on fait, on le fait pour soi-même. Tout ce qu'on fait, on le fait contre soi-même. Et je voudrais donc inviter mes compatriotes à beaucoup plus de tolérance, à cultiver la paix, parce que c'est aussi un comportement au-delà d'être des mots, que l'année qui démarre donc soit une année de bonheur pour tous les Burkinabés et que tout ce que nous recherchons, donc la sécurité et la paix, soit au rendez-vous. Mais cela passera également par le comportement de chacun de nous. Merci président. Merci juge Inoussa Ouedraogo qui vient pour sa première apparition donc cette année au tribunal de l'actualité, auréolé de la casquette de président de la Société des éditeurs de la presse privée. J'en avais parlé lors d'une précédente audience alors qu'il n'était pas là. Félicitations encore Inoussa Ouedraogo pour cette élection. Juge Geoffroy Vaha, votre avant-propos du jour. Oui, merci président. Moi, mon avant-propos va concerner la question des tirailleurs sénégalais. On parle d'une bonne nouvelle qui a été prise, donc une bonne décision, c'est celle de permettre à ces tirailleurs sénégalais-là de toucher ce qu'on appelle le minimum vieillesse sans avoir l'obligation de rester sur le territoire français au moins la moitié de l'année, parce qu'avant, s'ils devraient avoir l'ambition de percevoir ce minimum vieillesse-là, il leur était fait obligation de vivre sur le territoire français au moins 6 mois. Et lorsque vous dérogez, ne serait-ce que à une petite virgule près, donc quelques jours, quelques heures à cette loi-là, vous voyez ce minimum vieillesse-là, vous passez sous la barbe. Et il y avait beaucoup d'entre eux qui avaient souhaité terminer leur vieux jour quand même chez eux, donc le plus tranquillement. Quand on parle des tirailleurs sénégalais, je pense que les moins âgés, ils ont dépassé les 90 ans aujourd'hui, donc c'est pas des gens jeunes qui peuvent voyager tout le temps. Donc ils voulaient aussi avoir un temps de répit avec les leurs, et cela leur a été accordé. Maintenant, est-ce que on parle d'une vingtaine de personnes qui pourraient être concernées. C'est un combat de longue haleine. Et quand on regarde, c'est dommage. Dans tout le parcours, il y a un genre d'ingratitude face à ces messieurs qu'on allait arracher à leur village, qu'on a arraché à leur famille, auquel on a imposé d'aller faire une guerre à laquelle ils n'étaient pas concernés.
je dirais même des guerres, donc elles n'étaient pas concernées, dont ils ont découvert la réalité en y allant et en servant de premier rang, donc cher à Kano, n'ayant pas eu tout le temps de la maîtrise de la chose militaire. C'est ça la réalité. Et pour ceux qui ont pu suivre à cela, il y a eu ce traitement-là pendant longtemps. Ouais. Et ça, je pense que c'est vraiment dommage. Et dans l'histoire de la France, avec ces anciennes colonies, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui, aujourd'hui, restent et qui nourrissent ce qu'ils appellent peut-être sentiment anti-français, mais qui n'en est rien, puisque je ne pense pas que les pays aient un problème avec le français, mais avec une politique de la France qui, elle, n'a jamais vraiment été si, je dirais pas sincère, mais qui n'a jamais reconnu ce que l'Africain a pu apporter. Regardez seulement, avec cette actualité-là, le film de Omar Sy qui sort sur la question notamment des tirailleurs sénégalais, pour avoir dit qu'il sent qu'il y a moins comment dire cela, d'empathie pour la question africaine et des immigrés ou sur certaines autres questions africaine que sur la crise ukrainienne et russe. Il se fait tirer à boulet rouge alors que c'était l'acteur français, le personnage public français le plus aimé. Et on lui rappelle ses origines. Parce que il y a toujours une France qui n'accepte pas ce que l'Afrique a pu lui apporter. Et pour ceux qui, parce que quand on parle de quelqu'un comme Omar Sy, c'est quelqu'un qui est né en France, qui est français, mais pour ceux qui sont français, ils en font encore un genre de stratification et continuent une stigmatisation comme pour leur rappeler que vous venez d'eux, vous pouvez partir là où vous venez. Donc c'est ça le problème souvent entre la France et le continent. Il y a une histoire qui est longue, mais il faut accepter de bien regarder dedans. Il y a beaucoup de motifs pour l'Africain de ne pas être content de la façon dont la France a souvent traité ses anciennes colonies. Et ça, il faut que la France l'accepte. Si on ne crève pas cet abcès-là, on ne pourra pas se comprendre et puis on ne pourra pas être sincère entre nous. Parce que aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est pour terminer, il y a des jeunes comme nous. Il y a une génération qui vient après nous, qui n'a pas ce complexe, qui a fait les mêmes écoles, qui tient la dragée haute et qui ne sent aucunement en quoi est-ce que celui-ci ou celui-là pourrait être au-dessus de moi. Ça, c'est fini. Donc, tant qu'on n'a pas intégré ça et qu'on ne regarde pas les choses de la même hauteur, je pense qu'il y aura un problème. Il y aura un problème, il faut que la France donc s'élève au niveau des Africains d'aujourd'hui qui n'ont pas ce problème. Et vous parlez des anciens combattants et il faut saluer également le formidable travail de Samben Ousmane avec Kandé Thieroy. Il faut saluer également le travail de notre compatriote Sanou Daniel Kolo qui a réalisé Tassouma, qui raconte cette réalité aussi, qui est une réalité sociale bien connu. Bernard Boubma, votre avant-propos du jour. Merci. Très rapidement, le premier avant-propos, c'est en lien avec le sujet qui a été traité hier, donc sur les députés qui perdent effectivement leur contrat prend fin de façon abusive. Oui. Et puis il n'y a pas d'alternative en termes de négociation, on n'en a pas parlé. Les députés ne sont pas les seuls concernés, il y a aussi les maires. On se rappelle d'ailleurs que lors de la transition de 2014-2015, un maire s'était désigné chef de file de ceux qui se sont opposés à la dissolution illégale et irrégulière des collectivités. Il s'agissait de l'ancien maire Kindi Thomas Bakamzare et qui en a fait les frais d'ailleurs avant de bénéficier d'un non-lieu dans le procès, parce que ça ne le posait pas sur grand-chose. L'homme a été écroué à quelques jours d'ailleurs de ce procès qui avait été, comme on appelle ça, reprogrammé en son temps. La suite, on la connaît. Donc, il fait partie des seuls maires qui s'étaient battus seuls en ce moment. Donc, ceux qui étaient des élus n'ont pas pris fait cause pour ce combat-là. Et on a cautionné cette injustice, cette illégalité. Et puis après, bon voilà. Donc la réalité aussi, c'est quand ça nous touche que on en fait, comme on appelle ça, un sujet de débat. C'est pourquoi j'ai dit, en ce qui concerne par exemple les députés, ce que la loi a permis, on l'applique et puis effectivement qu'on avance. Mais ça ne doit pas concerner que le seul corps social, c'est tous les corps sociaux. Quand vous êtes concerné par une situation d'illégalité, les autres sont d'ailleurs en droit et en devoir de pouvoir vous soutenir. Donc c'est ce rappel-là
que je fais, parce que hier on a parlé des députés. J'ai dit c'est les députés seulement qui sont concernés, avant de me rappeler que non, il y a aussi les maires. Il y a aussi les maires qui sont aussi des élus pour 5 ans aussi. Donc autant que le député que nous n'avons pas relevé. Le deuxième avant-propos rapidement, ce matin j'ai écouté le mot à dire de David Nana, j'ai écouté les interventions des auditeurs. Oui, il faut réformer la SONABI, il faut casser le monopole, il faut réformer les textes en la matière, il faut faire venir le carburant par le train. Le carburant même vient d'ailleurs par le train, ce n'est pas seulement les camions citernes. Tout ça c'est beau. Personne n'a pensé à alternative, personne n'a dit est-ce qu'on réfléchissait à alternative. C'est comme si on ne peut pas réfléchir à alternative. Un projet était venu au Burkina, Jatroufa. Est-ce que c'est viable? Est-ce que ça peut marcher? Est-ce que ça ne peut pas marcher? Je pense qu'on l'a rangé aux oubliettes. Et si on pensait alternative? C'est possible ou ce n'est pas possible? Au moins, on aurait tenté. Il y en a aujourd'hui qui sont dans des véhicules électriques. À Ouagadougou, c'est plein de jeunes qui vont à l'école avec des motos électriques. Les 4 roues, il y en a déjà, qui sont à l'essai, et puis bon, voilà, des motos. Et il y a des motos électriques de certains gabarits. Donc, qu'est-ce qu'on fait en termes d'alternatives? Je ne pense pas qu'on ait pensé à ça suffisamment. On pense à Sonabi, on pense à carburant, oui, mais en attendant, est-ce que les crises ne créent pas des opportunités de réflexion sur le long terme ou en termes de nouvelles alternatives qui nous fassent des solutions viables? C'est des questions que je me pose. Sans en vouloir à ceux qui ont appelé, c'est pendant qu'ils parlaient de métier, jusqu'à présent on n'a même pas parlé d'alternatives. On parle de solutions sur l'existant. Bref, c'était ce que j'avais comme avant-propos. Il faut donc penser alternative et effectivement, les crises doivent être des opportunités pour créer de nouvelles solutions par rapport aux situations qui se présentent à nous. C'était la séquence avant-propos des juges du tribunal de l'actualité qui évoque aujourd'hui le soulèvement populaire du 3 janvier 1966 dont le 57e anniversaire sera commémoré par la communauté syndicale de notre pays ce 7 janvier 2023. 3 janvier 1966, 3 janvier 2023, 57 ans déjà donc, et un événement qui reste dans toutes les mémoires, n'est-ce pas Bernard Bougman? Oui, c'est une situation qui reste dans toutes les mémoires, disons, parce que c'était un grand pas en Afrique, qu'un président dont un des pères fondateurs, comme on les appelait à l'époque, donc des indépendances, soit chassé par la rue, donc que sa population sorte et dise nous ne voulons plus de vous, alors que la même personnalité avait été élue en décembre, réélue pour un second mandat avec 99,97% des voix pour son second mandat, qui avait aussi ses projets et ses chantiers qui n'étaient pas achevés. Et d'ailleurs, quand l'intersyndical ressuscitait parce que ça avait été dissous, monsieur était en Côte d'Ivoire pour négocier de la double nationalité, donc de la carte d'identité commune entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, qui était un projet très avancé entre lui et Houphouët-Boigny par rapport à un certain nombre de projets fédérateurs que les deux pays avaient. Donc c'était d'ailleurs pendant son absence que les syndicats s'étaient retrouvés pour ressusciter, je dis bien, l'intersyndical dont Joseph Ouedraogo, ancien maire de Ouagadougou, a pris la tête. Joseph Ouedraogo, c'était un homme politique, c'est aussi un militant syndical, donc qui a fait le syndicat catholique, chrétien, parce qu'il y avait un syndicat en la matière, en son temps, donc, mais aussi qui a été homme politique. Il a été maire de Ouagadougou de 56 à 59, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Économie, et puis bon, bref, voilà. Donc, c'est un homme politique qui a pris la tête aussi de l'intersyndical en son temps, mais entre lui et Maurice, ce n'était pas le parfait amour. Parce que Maurice, il a fait quitter la mairie en 59. Quand il a été nommé à la présidence en 1960, il a fait également interner. Donc, les rapports n'étaient vraiment pas au beau fixe. Et ensuite, il y a, quand la marche effectivement a pu commencer, il y a un autre leader qui est sorti du lot, Joseph Kizerbo. C'est aussi un homme politique qui a aussi cette fibre syndicale qui ont appuyé effectivement cette marche-là. En fait, je parle du contact des forces en présence en son temps, pour aller rapidement. Il y avait aussi les forces religieuses. Maurice avait d'ailleurs entre lui et les hommes religieux, les leaders, c'était pas le parfait amour. Son deuxième mariage a fâché l'église catholique, donc qui a levé le pied sur lui. Et ensuite, il y avait ce rapport avec
comment on appelle ça, les leaders traditionnels, notamment le palais, le Mogo-Naba et puis la chefferie traditionnelle, ce n'était pas le parfait amour parce qu'il a compté sur eux pour son élection, mais à un moment donné, il les a tournés dos. C'est d'ailleurs ce qui a valu l'une des explications de ce coup d'État raté du Mogo-Naba en 58, ça s'expliquait par ça. C'est des gens qui se sont sentis trahis et comme on appelle ça, frustrés. Donc ils ont dit, bon, dans ce cas, voilà ce qu'on va faire. Donc ce sont les différentes forces en présence. À la dernière minute, il est même revenu vers ces autorités-là pour demander, ces autorités morales, de négocier pour lui et ça n'a pas marché. Contexte également, c'est la rue qui a appelé l'armée à prendre le pouvoir, comme toujours. Donc la rue a invité l'armée à prendre le pouvoir et ça fait maintenant 57 ans que l'armée burkinabé a goûté au pouvoir et n'est plus jamais quitté. 57 ans, parce qu'on est au 57e anniversaire cette année. Donc depuis 57, les Burkinabés ont dit l'armée au pouvoir. Effectivement, elle est arrivée. Elle a pris le pouvoir à travers Sangoulé Lamizana. Et cette année, ça fait 53 ans également que 50 ans pardon, que l'armée est au pouvoir. Les civils n'ont eu que 13. Et d'ailleurs, aucun civil n'a terminé son mandat. Même celui qui est venu pour faire 1 an de transition, ils l'ont poussé tomber avant qu'on le remette en selle. Ouais. Donc ça veut dire qu'on a invité l'armée qui a pris goût au pouvoir, mais qui aujourd'hui, et l'actualité est fort belle, aujourd'hui les différentes factions d'ailleurs se battent pour la chaise présidentielle. Au moment où il y a des leaders, pas toutes les factions, il y a des chefs de certaines factions qui se battent pour le fauteuil présidentiel au moment où le terrain les attend, alors qu'ils ont été formés également pour ça. Oui, en effet, cette date du 3 janvier 1966 a été marquante pour l'évolution sociopolitique du pays, on l'a dit. C'est apparenté à un coup d'État, mais il faut juste signaler que le tout premier coup d'État de l'Afrique post-indépendante est intervenu le 13 janvier 1963. C'était au Togo, avec un certain Étienne Eyadema, qui s'est appelé par la suite Nyasimbe Eyadema, et dont le fils est aujourd'hui au pouvoir. Geoffroy Avara, qu'est-ce que cela évoque chez vous, le 3 janvier 1966? Oui, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est d'abord des Burkinabés qui, à un moment, des voltaïques, qui, à un moment donné, se disent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. C'est vrai que c'est les premières, sur le plan économique, c'est les premières mesures de restriction fortes qui sont prises, puisqu'il y a une question de rabattement de salaire de 20% qui est décidé, ce qui n'est pas accepté forcément par le monde syndical. Et puis, il y a beaucoup d'autres mesures. Tout à l'heure, Bernard disait, pour ce qui concerne les relations entre Maurice Yaméogo et l'Église, il y avait par exemple son mariage. Mais il n'y a pas que ça. Quand on se rappelle, même avant les indépendances, ce qui avait commencé à venir et qui inquiétait même le colon, c'était les églises, les écoles, on va dire, catholiques qu'il y avait. Et on connaît un peu le colon qui est très attaché à la question de la laïcité, séparation de pouvoir, que ça dérangeait. Mais avec un revirement à un moment donné de Maurice Yaméogo, ce sont des établissements qui ont vu aussi leur subvention qui a été rabattue. Et c'est des choses qui n'ont pas plu forcément à ce monde religieux-là. Il y avait beaucoup d'autres petits éléments comme ça qui dénotaient de ce qu'il était en train de se retirer, il était en train de mettre un genre de distance avec eux. Maintenant, quand on prend le monde syndical, il ne suffit pas seulement que de prendre des décisions restrictives, il faut savoir comment communiquer. Et avec lui, il y a eu beaucoup de problèmes. C'est que pour employer le langage souvent des syndicats, on ne peut pas demander à quelqu'un de rationner, de serrer la ceinture, alors que vous-même, votre ventre est bidonnant et puis vous tronquez votre ceinture pour des bretelles parce que ça ne tient plus. Il n'y a plus un bouton de ceinture qui tient. Et donc, il y a un problème. Il y avait quelqu'un qui continuait ses voyages, qui continuait sa vie avec faste, que des concitoyens n'arrivaient pas à accepter, qui étaient en dichotomie directe avec une réalité qui voulait faire percevoir et obliger les Burkinabés à accepter. Et en même temps, vous ne devrez pas museler un monde syndical, parce que n'oublions pas que c'est jusqu'à ça qu'il est arrivé, à
interdit le droit de grève, leur a enlevé le droit de grève, a commencé à pourchasser les leaders syndicaux. Quand ils font d'ailleurs la rencontre pour appeler au droit à une grève générale, il n'est pas là, mais il donne des instructions pour que les leaders soient arrêtés. Donc, vous comprenez qu'il avait envie de casser du syndicat. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a préféré casser le thermomètre plutôt que de s'attaquer à la maladie. Il n'avait pas voulu à un moment donné avoir des interlocuteurs face à lui. Et puis, quand ça a commencé, très vite, il a été rattrapé parce que les 2 et 3, les premiers 2, c'était quand même assez calme. Mais le 3, avec la déferlante dans les rues. Le 3 janvier 1966. Et là, à partir du 3 janvier, lorsqu'il constate les choses et il voit que c'est arrivé à un certain niveau, il est obligé de se retirer au camp. Et là, il comprend que c'est un peu foutu. Et ceux qui étaient ses alliés, on va dire qu'ils pourraient être ses alliés et qui pourraient sauver sa tête, le problème c'est qu'il n'était plus en odeur de sainteté avec eux, notamment le monde religieux, avec lequel il avait pris ses distances. Et puis, il y a le monde coutumier. Oui, parce que n'oublions pas aussi que, pour ce qui est de la chefferie coutumière, on a eu toujours le poids du royaume aussi. N'oublions pas qu'en 58, il y avait le Moronaba Kougri, qui lui avait voulu installer une monarchie constitutionnelle. Et en clair, c'est Mouri Djambriogo qui est désigné parce qu'on fait échec à cela. Et après, on vient en indépendance, on est dans un état et tout. Donc, c'est quelque chose qui reste en cœur pour cette chefferie-là. Et lorsque le Moronaba Kougri tente ça en 58, il est encore très jeune. Si ma mémoire est bonne, il devrait avoir peut-être que 28 ans. Donc c'est un an, je pense, un an avant qu'il avait été intronisé. Donc quand ça arrive, il est encore toujours jeune. Et peut-être c'est quelque chose qu'il n'a pas encore avalé. Et donc quand viennent ces éléments-là, bon, chacun le laisse avec dans la situation dans laquelle il est. Oui. Parce qu'il était dans une bulle. Il était dans une bulle. Et ça revient souvent à la figure de beaucoup de nos chefs d'État. Et même dans notre histoire ici, même très récente, où on se sent rassuré parce que les autres chefs d'État là nous donnent des assurances, on voyage, on va ici, on se dit que non, tout est géré. Mais après on est surpris. Ouais. Un matin, et on est obligé de se sécuriser de la façon la plus dure, et puis après peut-être de comprendre que le pouvoir, il nous a échappé, et c'est fini. Donc pour moi c'est l'histoire de quelqu'un, mais c'est l'histoire aussi d'un peuple qui a refusé à un moment donné d'accepter de plier genoux, alors que celui qui est en face ne nous donne pas l'assurance et la garantie que les décisions qui sont prises là sont faites pour nous. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'enbourgeoise et qui veut que le reste là souffre. Et en plus, qui n'a pas envie qu'on lui dise la vérité, qui préfère museler ceux qui peuvent lui dire on ne peut pas faire comme ça ne peut pas se passer comme ça. Et quand c'est comme ça, on arrive à une implosion et ça dessert toujours celui qui pense tenir tout. On n'est jamais seul à tout tenir et quand ça rompt, c'est foutu. Quand ça rompt, c'est foutu et comme l'a chanté Bob Marley, belly full, but we're hungry. Leurs ventres sont pleins, mais nous avons faim, n'est-ce pas, il nous savait dans le groupe. Tout à fait. Et je pense que le 3 janvier 1966 rappelle que nous avons aussi des structures syndicales qui se sont toujours battues depuis avant même, disons, les indépendances, parce que déjà c'est des syndicats qui ont contribué à la décolonisation à travers l'Union générale des travailleurs d'Afrique noire, et à travers la Fédération des étudiants noirs en France et également à travers donc l'Union générale des étudiants voltaïques. Donc, toutes ces structures-là, qui sont des structures syndicales, ont toujours travaillé à ce que l'Afrique soit décolonisée, mais aussi à ce que nous accédions à notre indépendance totale. Ce sont des structures syndicales qui ont montré depuis le début des années 60 leurs attachements à un certain nombre de valeurs. Et 3 janvier 66, donc, j'ai fait mienne les rappels historiques, les contextuels qui ont été faits par les uns et les autres. Et je voudrais juste ajouter que on ne peut que tirer des enseignements pour dire que le 3 janvier 66 symbolise aussi le refus d'un peuple et de ses travailleurs de tout ce qui est gabégie,
de tout ce qui est malgouvernance, de tout ce qui est détournement des deniers publics et de la nécessité du partage équitable des richesses de ce pays. Et ça, depuis 1966, vraiment, les organisations syndicales l'ont démontré. Et tout le long donc, de la vie et de l'histoire du pays, ils ont toujours été là, au moment fort où on avait le plus besoin d'eux, et pour apporter donc leur contribution à la lutte de ce pays. C'est ce que donc, je retiens de ce 3 janvier 1966. En effet, comme vous le dites si bien, Inoussa Ouedraogo, les syndicats mettent en avant donc cette gabégie qui régnait à cette époque, la corruption, les restrictions de liberté, l'arrogance. On rapproche volontiers le 3 janvier 1966 des 30 et 31 octobre 2014 avec l'insurrection populaire. Pour vous, quelles sont les similitudes ou les différences qu'il y a entre ces deux événements? Bon, les similitudes, c'est que c'est pratiquement les mêmes causes qui produisent ces changements-là. Il y a d'une part un peuple qui est assoiffé de justice, de liberté, de bonne gouvernance tout court. Et en face, il y a des dirigeants qui sont imbus de leur personne, qui sont arrogants, qui croient qu'ils sont au summum de leur pouvoir, parce que Maurice Yameogo sortait en janvier 1966 d'élection, Bernard Bougouma le rappelait. Un an plus tôt. Oui, avec un score, avec un score de près de 100%. Il était donc presque sûr. En 2014, Blaise Compaoré aussi était certes fragilisé par les différents événements qu'on a connus, notamment en 2011 avec les mutineries, mais aussi avec l'affaire Justin Zongo, et puis les manifestations nées de sa volonté de manipuler la Constitution. Mais toujours est-il que c'était dans un contexte où Blaise Compaoré était au sommet de la gloire, au sommet en tout cas de son pouvoir. Il était tout puissant en Afrique de l'Ouest et même en Afrique, et donc il se pensait invincible. Et ceux qui étaient autour de lui, pris donc par l'aveuglement du pouvoir, étaient devenus vraiment hyper arrogants, très arrogants, et au point où on ne comprenait plus. Donc en termes de comparaison, il y a cet aspect-là. Il y a aussi le fait que vraiment le peuple avait soif de justice sociale, parce qu'il y avait beaucoup d'impunité. Les gens faisaient ce qu'ils voulaient et puis il n'y avait rien. La justice était pratiquement muselée. La presse était muselée dans le sens où vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, mais ça ne change rien en la situation, au fait qu'il y avait un pouvoir qui était là, qui faisait tout ce qu'il voulait. Donc ça, ce sont des aspects de comparaison, la soif du pouvoir et la soif de justice sociale, de partage équitable des richesses de ce pays, la malgouvernance, etc. Et puis, les différences, à mon avis, c'est le fait que surtout, le monde syndical n'était pas, comme en 1966, impliqués fortement dans la lutte donc, du peuple. On a vu donc qu'en 1966, ils étaient aux avant-postes. C'est vrai qu'il y avait d'autres forces démocratiques, il y avait des leaders d'opinion, etc., qui s'étaient impliqués dans la lutte, mais on voit essentiellement que les organisations syndicales ont travaillé dur et ont été très déterminants donc, dans la chute de Maurice Yameogo. Mais à contrario, en 2014, les structures syndicales étaient un peu divisé sur le débat qui avait cours. Est-ce que il appartenait aux organisations syndicales de se positionner par rapport à ce combat qu'une partie, ou en tout cas que le peuple burkinabé menait? Le débat était intense au niveau des organisations syndicales et ils n'ont pas su, ou ils n'ont pas pu se positionner clairement dans ce combat-là. On se souvient de cette sortie de Tolé Sayon qui avait indiqué à un meeting, ancien président, ancien secrétaire confédéral donc, de la centrale syndicale, la CGTB, la Confédération Générale du Travail. En tout cas, il avait indiqué que bon, il ne s'agit pas de changer le président Blaise Compaoré, avec qui vous allez le changer, etc. Donc ça, beaucoup
n'avez pas compris ce retrait des organisations syndicales par rapport donc à la lutte contre la modification de l'article 37. Et je pense que ça reste comme un rendez-vous manqué des organisations syndicales dans la lutte, en tout cas du peuple burkinabé, pour son émancipation, pour sa volonté donc du partage équitable des richesses du pays. Mais je dois quand même ajouter un bémol pour dire qu'ils ont quand même, au détour de certaines luttes notamment, indiqué clairement en tout cas que la monarchisation ou en tout cas la patrimonialisation du pouvoir n'était pas une bonne chose. Et puis lorsque pendant la transition il y a eu donc ce coup d'État réactionnaire du RSP de Gilbert Diendéré, les organisations syndicales à travers donc l'unité d'action syndicale sont montées au créneau pour faire barrage donc à ce putsch-là, et pour moi c'était une façon pour eux de se rattraper du rendez-vous manqué de 2014. Alors Bernard Bougma, quel parallèle vous faites entre 1966 et 2014? Bon, le parallèle à faire, la différence entre les deux, c'est la longévité. Yamégo a fait 6 ans, Blaise en a fait 27. Yamégo était civil, Blaise était militaire. C'était un capitaine de l'armée burkinabé. Donc les similitudes, c'est effectivement à un moment donné la sourde oreille au sommet de l'État. Blaise Compaoré, je pense qu'il était atteint de ce qu'on appelle le syndrome du bridge, c'est-à-dire vous ne savez pas que vous n'êtes lié à rien, vous venez à terre, mais vous êtes dans l'illusion que tout va bien. Mais c'était aussi quelqu'un qui était victime de son entourage, otage de l'entourage qui n'a pas su ménager et qui a écarté son tout premier cercle qu'il a accompagné durant des années et qui s'est fait de nouveaux amis dont le comportement n'a pas favorisé effectivement les choses. Parce que même au sein de sa famille politique FEDABC, CDP, et CDP, tendance FEDABC ou CDP pur et dur, les uns et les autres se combattaient déjà. Donc, pendant l'entourage de Maurice aussi, on avait ces hommes-là qui faisaient la pluie et le beau temps, notamment son frère Denis Ouedraogo. Blaise également avait un autre frère, avait aussi son frère François Compaoré. Donc, la réalité aussi, c'est cela. Mais en ce qui concerne Maurice, il y avait plusieurs fronts quand même qui étaient ouverts. Abattement des salaires, comme on appelle ça, sur les questions de logement. Donc, il y avait beaucoup de mesures d'austérité qui étaient là. Sous Blaise, ce n'est pas une batterie de mesures qui ont été lancées suffisamment pour restreindre les uns les autres. Blaise n'a pas supprimé les libertés syndicales comme Maurice. Et les syndicats ont rétabli leur liberté, comme on appelle ça, d'eux-mêmes. Donc, et Maurice avait interdit le droit de grève. Blaise ne l'a pas fait. Donc, les marches meetings, Blaise n'a interdit aucune marche meeting jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il chute. D'ailleurs, c'est des marches qui ont été suffisamment pacifiques. Il y a une qui a connu des bruits, il y avait 2. La première, c'était celle des dames. Donc, la marche des spatules à la Maison du Peuple. Le 28... le 27. 27, ouais, c'est la marche du 28 également, et qui avait eu... Parce que la direction avait changé. Parce qu'ils veulent marcher, ils disent qu'ils vont à l'ouest ou bien au sud. Là, on parle bien d'octobre 2014. Exactement. Donc, là, les contextes. Donc, sur la question des libertés, de la gestion des libertés, il y a une différence entre les deux. Sur la question de ce que les travailleurs gagnent, il y a une différence, effectivement, entre les deux. Maurice avait vis-à-vis de lui aussi des gens qui l'ont travaillé à frustrer, qui ont récupéré les choses. Je parlais tantôt de Joe Weider. Et avec lui, c'était vraiment pas le parfait amour. Oui. Les Joseph Kizerbo et d'autres forces comme l'Église catholique, les chefferies traditionnelles, qui de façon souterraine ont soit soutenu ou laissé faire. Donc, n'est rien dit parce que ça arrange quelque part. Blaise Compaoré aussi, c'est pareil. Il a à un moment donné frustré son premier cercle, frustré certains, cassé d'autres, qui ont trouvé l'occasion de revenir en force. Donc ici, la différence aussi, c'est que 66, c'est beaucoup plus les syndicats qui étaient au devant. C'est ça. Parce que les mesures, les restrictions, les concernaient au premier plan. Voilà. Donc, maintenant, 2014, c'est beaucoup plus d'autres forces, notamment des organisations de la société civile. Parce que d'ailleurs, la famille syndicale disait que ce qu'elles veulent,
ce n'est pas une alternance, c'est une alternative. Et ne voyait parmi les hommes politiques aucun personnage pour incarner l'alternative. De ce fait, officiellement, les syndicats burkinabés n'ont pas appelé à renverser le régime Blaise Compaoré, même si, j'ai dit bien, beaucoup de militants et beaucoup de cadres syndicaux se sont joints au marche meeting, ce n'est pas du fait d'un appel officiel du syndicat. Quand les partis politiques sont allés les rencontrer pour demander le soutien du syndicat et de venir prendre part à cette lutte contre la modification de l'article 37 de la Constitution. Donc il y a des petites similitudes, mais il y a quand même... On voit bien la démarcation, avec cet article 37 de la Constitution qui restreint à 2 mandats consécutifs, 2 quinquennats consécutifs, le mandat du président du FASO. Et Geoffroy Vaha, là aussi, quel parallèle vous faites entre les 2 événements? Il y a beaucoup de similitudes. Déjà dans la façon dont on arrive au désamour entre le dirigeant et son peuple, c'est dire que il y a d'abord, comment dire cela, il y a un dialogue de sourds où il n'y a même plus de dialogue. Parce que, comme pour Maurice, qui devrait comprendre que en arriver à vouloir museler les syndicats, c'est ne pas vouloir écouter. Pour Blaise Compaoré aussi, en arriver à la rupture de banc avec certains de vos, on va dire comme ça, de vos vrais soldats de l'intérieur, avec Rocaboré, avec Salif Diallo ou encore Simon Compaoré, ça devrait être un gros indicateur pour lui. Et même quand il a voulu donner comme un genre d'écho au changement générationnel, il a vu comment les gens sont venus autour pour débattre à l'intérieur de son parti, parce qu'il y avait beaucoup aussi qui pensaient que c'était aussi le moment. Mais il a fait la sourde d'oreille à cela. Bernard disait tout à l'heure que, bon, quelquefois ils sont victimes de leur entourage. Mais moi, je ne dédouane pas souvent les gens dans ce cas de figure, parce que on est d'abord celui qui choisit son entourage. Donc, quand on s'entoure de personnes qui nous disent ce qu'on veut entendre, c'est parce que nous, on aime cela. Donc on est d'abord comptable de cela. Quand on s'entoure de personnes qui peuvent nous dire la vérité et qu'après on tranche, ça veut dire aussi qu'on aime cela, la vérité. Donc on s'entoure de personnes qu'on choisit. Donc on est responsable de ceux qui nous entourent, et donc la question de c'est son entourage là, moi c'est pas quelque chose que j'épouse. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans l'entourage et qui ne disent pas la vérité et qui sont c'est vous qui les avez choisis. Mais vous les avez choisis et justement ils pensent qu'ils sont redevables et d'une certaine façon ils deviennent des bénis-lui-voix. On ne peut pas être si médiocre à 100% dans ses choix pour qu'on s'entoure à 100% de personnes qui ne nous disent pas la vérité. Ça veut dire que vous-même vous avez un problème. Ça aussi, ça veut dire que vous n'avez pas su bien choisir les personnes de votre entourage. Vous êtes responsable de votre entourage, et responsable de la façon dont votre entourage vous coupe de tout. Ça aussi, c'est une vérité. Il n'y a pas quelqu'un qui vient et puis jamais n'entend une vérité, c'est pas possible. Et pour continuer, il y avait cette réalité-là. Et Blaise Compaoré était au Burkina, il voyait les marches lorsqu'il tentait son autre mandat. Quand il était dans le passage par une voie qui était constitutionnelle. Mais il devrait entendre. Même de son palais, il devrait entendre. Maintenant, quand vous finissez, et la décision que vous avez en interne, à l'intérieur de vous, vous voulez entendre des gens qui vont vous accompagner, c'est ce qui arrive. Et je crois aussi que c'est ça la réalité. Il faut accepter de rester toujours en phase avec son peuple et de l'écouter. C'est pas le conseiller, il vous conseille sur autre chose, mais il faut d'abord avoir être fusionnel avec son peuple. Et ça, pour moi, ça manquait dans les 2 cas. Et pour revenir à ce que Inoussa disait, je suis entièrement d'accord. C'est vrai qu'après même le monde syndical a tenté des rattrapages, mais le lead dans la manifestation qui a conduit au départ de Maurice Yaméogo, c'était un leadership syndical. Le lead pour le départ de Blaise Compaoré, il a été beaucoup plus politique. Ça, il faut qu'on l'accepte. Parce que même le mois, quand il y a eu des marches du monde syndical, réalisait encore les raisons pour lesquelles il sortait. Donc, on sentait qu'en interne, il y avait des difficultés à se positionner.
Pas sur la question du départ ou pas, mais sur le débat du départ. Est-ce que pour eux, ça devrait être la question à intégrer? Mais les choses sont allées très vite parce qu'il y a beaucoup qui, comme en 66, Joe Ouedraogo, à un moment donné, quand il conduit les choses, qu'on dit ok, on va, la question des salaires, Maurice Amégo dit bon, on va laisser tomber le rabattement, il promet un certain nombre d'éléments pour sauver sa peau, mais il y a Kizerbo qui est là, c'est fini. Le monsieur là, il doit partir. C'est un peu comme ça aussi avec Blaise Compaoré. Ouais. Quand c'est chaud, on a ces ministres qui appellent tout le monde. Moi, je me rappelle, journaliste que j'étais à Canal 3 en son temps, j'étais sous perfusion parce qu'après, il fallait lever ça et puis repartir au centre-ville et puis continuer les éléments. Ouais. Et moi, je partais. Il y a un ministre qui m'appelle. Est-ce que vous pouvez mettre une bonne annonce pour dire que bon, les gens peuvent rentrer, voilà les mesures, nanani, nanana. Mais c'était trop tard. J'appelle mon directeur et dis bon, est-ce que je vais l'appeler? J'ai dit, je l'appelle. Bon, ah bon, on m'a appelé, voilà. Il dit, mais tu me dis ça pourquoi? Toi, tu penses qu'on va le mettre? J'ai dit, le nom. Il dit, mais toi, mais tu penses qu'il dit, mais ça, on peut pas mettre, c'est déjà. Nous, on était déjà dans un état d'esprit. On savait que c'était foutu. Ouais. Et donc, c'est aux dernières heures que chacun tente de lâcher du lest. Ouais. Parce que maintenant, ce qui omnibule, c'est sauver le peu de partie du fauteuil qui nous reste. Parce qu'ils savent que le fauteuil, là, c'est fini, on ne peut plus le garder pendant longtemps. Même avec Blaise Compaoré, ok, laissez-moi le temps de... On va organiser des élections, je vais partir. Je vous ai écouté. Les Burkinabés ont dit, je vous ai compris. Et même ceux qui, au départ, avaient lancé le mouvement et étaient en train d'haranguer, eux-mêmes, ils ont commencé à réfléchir, bon, il faut pas, mais c'est fini. Ceux qui étaient dehors, Blaise devrait partir. Il n'y a plus de conciliation possible. Et ça s'est appliqué. C'est ça. Quand on n'écoute pas, c'est comme la cocotte minute. Quand ça commence à sauter, c'est fini, on ne peut plus rien rattraper. Aucun couvercle. Ouais. Et c'est ça, pour moi, les similitudes qu'il y a entre les deux. Maintenant, pour le reste, il faudrait que ceux qui soient là aussi écoutent les messages. Écoute le message et lise dans notre histoire. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire ici en révisitant. Bien sûr. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Chacun, à un moment donné, a été entouré de contenteurs. Il s'en est conformé parce que ça l'arrangeait. Maintenant, quand ça a sauté, très souvent, ceux qui sont vos conseillers et tout ça là, ils ne sont plus là. Ils ne sont plus comptables de rien. Ils ne sont plus comptables de rien. C'est que vous. C'est ça aussi la réalité. Ouais. C'est ça aussi la réalité. On se rappelle en effet du fameux je vous ai écouté, je vous ai compris. Rétrospectivement, on aurait pu dire que si ces mots étaient intervenus 2 jours plus tôt, les choses se seraient passées peut-être différemment. Cette commémoration de la date historique du 3 janvier 1966 aura lieu ce 7 janvier finalement. Donc c'est demain que les syndicats vont commémorer cette date à travers un panel. L'inhumation du professeur ou du docteur Luc Marus Ibriga, ancien président de l'ALC, a donc entraîné ce report. Le thème de ce panel, c'est la résurgence des coups d'État dans la sous-région ouest-africaine et ses enjeux. Quelle perspective pour les peuples? C'est un thème fort à propos, il nous savait. Absolument, parce que ce 3 janvier 2023 intervient dans un contexte où les coups d'État sont foisons, aussi bien dans la sous-région que dans notre pays, qui a connu l'année dernière 2 coups d'État dans la même année. Et donc, moi, je pense que c'est un thème qui tombe à propos parce que ça permettra aux travailleurs, justement, de pouvoir certainement rechercher les raisons, les causes profondes des coups d'État. Et c'est toujours lié à la malgouvernance, à la corruption, à beaucoup de maux qui minent nos sociétés et l'incapacité donc des politiques à trouver des solutions à ces problèmes-là. Sauf qu'assez souvent, ceux qui font aussi les coups d'État pour, disent-ils, résoudre un certain nombre de problèmes, s'enlisent malheureusement dans ces problèmes-là et ça ne trouve pas solution. On espère en tout cas que ces moments de
réflexion qu'organisent donc les organisations syndicales va être en tout cas des moments, surtout pour nos forces de défense et de sécurité, d'aller écouter aussi et de prendre de la graine. Parce que ça fait quand même 50 ans qu'ils gèrent les affaires politiques et malheureusement ça ne marche pas. Notre pays ne fait que reculer et nos militaires doivent comprendre que leur place c'est la caserne et laisser la politique aux hommes politiques. À nous de travailler pour avoir des hommes vertueux, des véritables hommes d'État, de grands commis de l'État justement comme le docteur Ibriga, parce que si on en arrive à repousser la célébration du 3 janvier, pour une personne, ça veut dire que c'est une personne qui compte, c'est un homme de valeurs, de principes, etc. Et c'est ce qu'il nous faut justement à la tête de nos États pour éviter qu'il y ait perpétuellement des coups d'État. Qu'il y ait perpétuellement des coups d'État, cette commémoration intervient, on l'a dit, dans un contexte très difficile, sécuritaire, sociopolitique, humanitaire. Bernard Bougma. Oui, tout à fait, mais je voudrais donner une précision. Quand je dis que ces deux ont été victimes de leur entourage, je n'ai pas dit qu'ils n'assument pas le choix. Ça ressemble, les chefs d'État, parfois il y en a qui, c'est comme ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. Donc l'histoire remonte à ce braquage à Stockholm où les otages ont pris des gens dans une banque. Et après, ce sont les ravisseurs ont pris des gens dans une banque. Et après, ce sont les otages qui se posent en bouclier entre les forces de l'ordre pour qu'on ne tire même pas sur les ravisseurs. Et qui, curieusement, partent rendre visite même à ces ravisseurs-là en prison. C'est-à-dire quoi? Il y a des symptômes. La personne, il y a un sentiment de confiance qu'il y a entre vous naturellement parce que vous l'avez choisi. Deuxièmement, la personne arrive à justifier ses actes, même les plus déplacés, et vous êtes convaincu. Et troisièmement, il y a ce sentiment d'hostilité maintenant que vous développez vis-à-vis de ceux qui viennent vous aider tout en étant de bonne foi. Souvent, vous êtes victime de ces symptômes-là, mais c'est vos choix. Donc, c'est-à-dire, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas responsables du choix, ils sont responsables du choix, mais ils ont été otages et victimes de leur choix. Maurice avait un frère, Blaise Compaoré avait un frère. Et personne n'a mis l'action de ces deux sur leur grand frère. Parce qu'il y a aussi le lien de sang à un moment donné, je ne sais pas. Mais le leader est responsable du choix. Et même s'il s'est laissé prendre par des sentiments, par de l'affection, il assume cette entière responsabilité. Mais l'explication, c'est qu'il est victime et otage d'un entourage. Et ça, c'est un fait de l'histoire que j'ai relevé. Mais la responsabilité du choix, il l'assume pleinement et entièrement. Et moi, je le dis toujours, vous êtes responsable de vos choix et vous les assumez. Mais maintenant, vous choisissez quelqu'un avec qui cheminer et vous vous rendez compte que c'est la personne d'ailleurs qui est venue avec votre intentions. Parce que vous avez des intentions en faisant venir la personne. Mais après, quelles sont ses intentions elles-mêmes? Quelles sont ses propres intentions? Qui un matin vous dépose d'ailleurs et prend le pouvoir? Demandez à Laurent Gbagbo quand il est revenu se séparer de qui? C'est son épouse. Mais c'était son choix. Donc maintenant, évidemment, ils sont responsables, du choix. Mais ils peuvent être otages également de ceux à qui ils ont appelé ils ont fait appel pour les aider. Maintenant, pour revenir effectivement à votre question, je pense que de 66 jusqu'à maintenant, nous n'avons pas su capitaliser toutes ces choses-là. Je ne pense pas. Les libertés se sont élargies. Que ce soit dans le domaine des droits humains de tout genre, liberté d'expression, les libertés se sont suffisamment élargies. Il y a eu le boom, le printemps de la presse burkinabé, qui s'est déroulé en plusieurs phases, qui a contribué à l'élargissement des libertés, à l'éveil des consciences, à ce que les uns et les autres maîtrisent mieux les enjeux de la démocratie. Ce travail de ces hommes, pendant qu'on y est, je pense au regretté Luc Marius Ibriga, qui ont beaucoup contribué à ce que les consciences s'éveillent. Mais en termes de capitalisation, pour créer maintenant le sentiment d'appartenance à une même nation, on n'a pas pu réussir cela. Ça, on n'a pas réussi. Donc, les questions d'État-nation, armée-nation et tout, on n'a pas pu effectivement canaliser cette énergie de la rue. On n'a pas pu canaliser cette frustration, cette énergie débordante de notre jeunesse, cette intelligence politique que les uns et les autres ont, la conscience citoyenne, on ne l'a pas suffisamment canalisée pour dire nous sommes burkinabés, nous sommes. On n'a pas pu le faire. Conséquence aujourd'hui, on est jusqu'à présent dans des relents ethniques, dans des relents religieux, dans des relents régionalistes. Quand on nomme, regardez les nominations. Il y en a qui sont sortis parfois marcher parce qu'un de leurs filles, il n'y a pas un fils ou une fille de leur localité dans un gouvernement.
Pourtant, il y en a qui ont eu plusieurs fils et filles, mais leur localité, il n'y a pas eu de développement là-bas. Et ceux qui sont venus construire des routes, construire des ponts, développer certaines infrastructures, ne sont pas fils de leur localité. Mais ça, ils ne regardent pas ça. En attendant, est-ce que nous, dont la réalité, elle est là implacable. Et ceux qui arrivent maintenant à un autre niveau de compréhension des choses, de compréhension des enjeux, qui sachent faire la part entre un gouvernement qui est passager et un État qui est éternel, font la part des choses même dans le combat. Mais nous, il y a des moments où des combats sont dirigés contre un gouvernement. Mais quand on regarde les tirs sur l'État, pas le gouvernement. Le gouvernement, il est passager, le ministre va partir. Mais les séquelles de ce combat-là, c'est toute la République qui va en partir, c'est l'État qui va en souffrir. Donc je pense que ce sentiment, on ne l'a pas suffisamment canalisé. Ce n'est pas qu'il n'est pas dans le Burkina, il est là. Il sait qu'il ne doit pas être ethniciste. Il sait qu'il ne doit pas être, comment on appelle ça, régionaliste. Il sait. Il a conscience que ce n'est pas bien de penser à ça d'abord. Mais il n'y a pas quelqu'un, un leader, qui dit, bon écoutez, on laisse tomber, comme quand Sankara est arrivé, il dit, bon, voyez-vous que sur la carte d'identité burkinabé, on mettait ethnie. Sankara dit, on enlève. Il n'y a plus d'ethnie. Puisque c'est mes cartes d'identité burkinabé. Oui. Pourquoi est-ce qu'on va mettre l'ethnie? Tu as supprimé l'ethnie. C'était déjà des débuts. Pour qu'on pense... Mais regardez sur le développement des infrastructures, que ce soit scolaire, sanitaire, routière, il y a un déséquilibre total entre les régions. On affecte quelqu'un dans une localité, on dit que c'est une affectation sanction, parce que la localité n'est pas viable, elle n'est pas vivable. Donc on dit à ceux qui sont là-bas, vous êtes moins burkinabé ou voltaïque que ceux-là. Parce que si on envoie même quelqu'un pour travailler là-bas, pour vous aider, alors qu'il vient pour rendre service dans l'enseignement ou dans la santé, on l'a sanctionné. C'est parce qu'on ne l'aime pas qu'on l'a envoyé chez vous. Autrement dit, c'est comme si vous êtes des sous-hommes. Donc, cette frustration aussi a créé d'autres problèmes. C'est pourquoi j'ai dit qu'on n'a pas suffisamment canalisé les choses pour pouvoir atteindre l'idéal du développement. Et là, je pense que c'est pas tard pour rectifier les tirs à ce niveau. Ce n'est pas tard. De toute façon, on est toujours sur la construction de l'État-nation. On se rappelle bien que les 100 ans de la création de la colonie de Haute-Volta, si je ne m'abuse, était placée sur ce thème-là. Les historiens font un travail remarquable là-dessus. Geoffroy Vara, vous aurez sans doute le dernier mot de ce tour de table. Aujourd'hui, on a un contexte qui est difficile au regard de l'évolution socio-politique du pays. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, ce qu'on peut retenir pour moi de tout cela, parce qu'on a parlé de 66, il faut rester à l'écoute de son peuple. Et je pense aussi que ce qu'on demande à ceux qui dirigent, c'est vraiment de penser à ce peuple-là. Je suis désolé, mais il faut que je revienne à ça. Si on n'exige pas ça de nos chefs d'État, c'est que ce n'est pas la peine. Donner des explications pour dire qu'ils n'ont pas pu faire ça, ils n'ont pas pu faire ça. Non. C'est pas possible. Un otage, quand on dit otage de son entourage, otage, ça veut dire que la survie de la personne dépend des exigences d'un tiers. Si on parle de quelqu'un qui est chef d'un État, c'est pas vous et moi. Pourquoi est-ce qu'on dit que l'homme politique, c'est celui qui pense à la prochaine élection? C'est parce que c'est les intérêts, c'est les intérêts immédiats et qui sont liés à sa personne et à l'homme d'État. Et l'homme d'État, c'est celui qui pense à la prochaine génération. Pourquoi est-ce qu'on rappelle toujours le cas de Sankara? N'est-il pas mort? Il est mort pourquoi? Pour ses convictions. C'est parce que c'est un homme d'État. Si vous êtes à ce niveau-là et vous n'êtes pas prêt à prendre des risques, vous n'êtes pas prêt à braver des éléments, d'abord même votre entourage, pour le bien de votre peuple, vous n'êtes otage de rien. Vous êtes médiocre. C'est ça la réalité. Ouais. Il faut accepter que par moment, on a eu des médiocres qui ont fait des mauvais choix et on cache ça derrière des entourages. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, Geoffroy Vara. Vous n'êtes pas d'accord et c'était donc le 3 janvier 1966. On n'a plus beaucoup de temps, donc on va achever cette audience du tribunal de l'actualité sur cette note de Geoffroy Vara, qui plutôt est une interpellation à ce que nos chefs d'État s'entourent bien et soient responsables de leur entourage. C'est la fin donc de cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la dernière audience de la première semaine de l'année 2023 consacrée à l'évolution et à l'impact du soulèvement populaire du 3 janvier 1966 sur l'évolution sociopolitique du Burkina. Cette audience-là donc a réuni le collège des 3 juges au grand complet. Je remercie donc juge Inoussa Ouedraogo.
Merci, Président. Merci à juge Geoffroy Vara et merci juge Bernard Bougma. Merci. Merci également aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV pour votre attention et pour votre fidélité. Et puisque je vous le dis depuis quelques jours, nul n'est si mauvais qu'il ne vaille rien, nul n'est si bon qu'il soit dépourvu de faute, eh bien, vous retrouverez le tribunal de l'actualité dès la semaine prochaine, même heure, mêmes antennes, pour vous servir avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.